Si je vous dis farine de sarrasin, il y a de fortes chances pour que vous pensiez immédiatement aux galettes bretonnes. Ok, mais à part ça, qu'est-ce qu'on cuisine avec de la farine de sarrasin? Naturellement sans gluten, est-ce que vous saviez que le sarrasin n'est pas une céréale, mais une pseudo-céréale? Et ça change tout. Il est très riche en protéines complètes, c'est-à-dire qu'il contient tous les acides aminés essentiels. Le sarrasin, c'est également un index glycémique bas, ce qui vous aide à stabiliser votre glycémie, mais aussi beaucoup de fibres qui sont excellentes pour la satiété et le transit. Et c'est également une excellente source de minéraux, parmi ceux-là, le zinc, le fer et le magnésium. Pour couronner le tout, c'est un antioxydant reconnu. En bref, on devrait tous manger plus de sarrasin au quotidien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment le cuisiner, alors aujourd'hui, on s'intéresse à sa forme la plus courante, c'est-à-dire la farine de sarrasin. Tout d'abord, je vais vous montrer que c'est très facile de faire de la farine de sarrasin maison, et je vous donne également 4 recettes à base de farine de sarrasin qui sont toutes très faciles à faire, super originales, équilibrées, gourmandes, et en plus de ça, aucune ne contient du gluten, des produits laitiers ou des œufs. Moi, c'est Andrea, chef vegan, et bienvenue sur ma chaîne. La première étape, c'est de vous montrer à quel point c'est facile de faire sa farine de sarrasin maison. Il vous suffit d'acheter du sarrasin décortiqué, donc comme celui-ci. Vous voyez, il a un léger sous-ton vert, c'est le plus frais, celui qui va encore contenir des prébiotiques. Donc moi, je vous conseille plutôt de vous diriger vers celui-là, mais si vous en trouvez un qui est vraiment plus dans les tons marron, c'est pas grave, c'est juste qu'il est un peu plus ancien. Et ensuite, rien de plus simple, c'est vraiment la farine la plus facile à faire maison. Il vous suffit de mettre votre sarrasin dans un blender, dans un mixeur, un peu ce que vous voulez, mais qui mixe quand même relativement bien, on va dire. Après, c'est un grain qui est vraiment tendre, donc il n'y a pas besoin d'un mixeur non plus super puissant. Et ensuite, on va simplement mixer pendant plusieurs minutes. Et voici ce qu'on obtient en quelques minutes. On a une farine qui est bien fine, qui est superbe, qui a une délicieuse odeur de noisette. Et là, clairement, vous n'aurez pas plus frais. Donc, aucun souci au fait d'utiliser un sachet de farine de sarrasin qui sera excellent également. Mais au cas où, si vous avez du sarrasin chez vous ou que vous souhaitez faire votre farine vous-même, vous savez maintenant à quel point c'est facile. Et pour notre première recette, je vous propose tout simplement de réaliser ensemble un pain sans gluten au sarrasin. Vous allez voir, il est excellent, il est extrêmement facile à faire et surtout, il est totalement épatant parce qu'on dirait vraiment un pain de boulangerie mais sans aucun gluten. On commence donc par mettre presque 400 g de farine de sarrasin et bien évidemment, comme d'habitude, toutes les recettes de cette vidéo seront écrites en description, donc n'hésitez pas à les voir. Le truc avec le sans gluten, c'est qu'on a souvent besoin de faire un mélange de farine pour avoir la texture parfaite. Donc en plus de la farine de sarrasin, on va mettre de la fécule de maïs. L'ingrédient magique, c'est très clairement le psyllium. C'est vraiment génial dans la boulange sans gluten. Également lorsqu'on veut remplacer les œufs, ça lie, ça apporte de l'humidité, ça apporte le côté moelleux. Facultatif, mais en boulange, j'ajoute toujours un petit peu de sucre pour pouvoir aider la levure à être nourrie le plus possible et donc à bien fonctionner. En parlant de levure, la voici, donc j'en mets 7 grammes, un sachet complet, et c'est de la levure instantanée, donc je peux me permettre de l'utiliser directement dans mon saladier comme cela. C'est à différencier de la levure chimique, là c'est vraiment de la levure boulangère, mais instantanée. Je mélange un petit coup rapidement. Une fois que c'est fait, je mets du sel. Je mélange à nouveau et ensuite je mets de l'eau tiède. Donc pourquoi tiède? Ça va aider la levure à bien gonfler. Froide, ça pourrait stopper un petit peu le processus de fermentation, de levée de votre pain. Et trop chaude, ça tuerait la levure. Donc vraiment tiède, c'est parfait. Un petit peu d'huile d'olive. Et là, on pourrait sans souci mélanger à la main, vraiment avec une grosse cuillère, avec une spatule. Vous allez voir, en quelques minutes, la pâte va déjà se former. Mais moi, j'ai la chance à la maison d'avoir un robot pâtissier, donc autant l'utiliser. C'est une recette sans pétrissage, donc l'objectif, c'est pas de pétrir, c'est vraiment juste de mélanger jusqu'à ce que ça forme une boule. Du coup, ça se fait assez rapidement. Là, la boule est presque formée, donc je vais pouvoir ajouter des petites graines. Vous mettez un petit peu les graines que vous voulez. Vous pouvez mettre des graines de lin, des graines de chanvre, des graines de tournesol, comme moi, des graines de courge, des noix de pécan, des amandes, des noisettes, enfin vraiment ce que vous voulez. On mélange une dernière fois. Et quand ça ressemble à ça, on peut arrêter de mélanger. Et avec une spatule, on va tout simplement former une boule.
Une fois que c'est fait, on va tout simplement laisser reposer notre pain. Il faut qu'il gonfle pendant environ 1 heure dans l'endroit le plus chaud de votre maison. Et ça, c'est une astuce que je vous partage. Je l'ai découverte assez récemment finalement et je peux vous dire que ça m'évite de faire des grosses bêtises. En fait, il faut absolument couvrir votre saladier avec un film alimentaire ou tout du moins quelque chose qui soit vraiment hermétique parce que si l'air circule, ça va former en fait une croûte un peu plus dure sur le haut de votre pâton et ça va l'empêcher de lever. Et ça, c'est le genre de chose qui m'est déjà arrivé plein de fois et franchement, c'est trop dommage lorsqu'on voit que son pain n'a pas bien gonflé et qu'on n'a pas le résultat escompté. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal à faire adhérer en fait le papier film sur les côtés de mon saladier. Donc je prends tout simplement un élastique alimentaire et je le mets tout autour. Comme ça, je suis sûre que mon film alimentaire est vraiment bien collé sur les parois et on peut le voir à la buée qui commence à se former de la chaleur de mon pâton qu'effectivement, il n'y a pas d'air qui passe. Donc c'est parfait. On se retrouve tout de suite pour vous, pour moi, dans 1 heure pour vous montrer le résultat après 1 heure de poussée. Ça y est, ça fait 1 heure, on va pouvoir découvrir, waouh, à quel point le pain a gonflé. Non mais regardez-moi ça, il est juste magnifique. Normalement, j'aurais dû en fait ne pas laisser gonfler dans le saladier, mais mettre directement mon pain sur une plaque allant au four, recouverte de papier sulfurisé comme ici. Comme ça aurait permis au pain de gonfler directement en une fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment le pain se comporte. S'il dégonfle, je le relaisserai gonfler 15-20 minutes. Et s'il ne dégonfle pas, je pourrais directement l'enfourner. Donc je vais y aller très délicatement avec ma spatule. Voilà, je vois qu'il ne colle pas, donc c'est déjà très bon signe. Voilà, waouh! Honnêtement, je le trouve très très beau, j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup dégonflé. Par sécurité, je le relaisserai gonfler 10 minutes avant de l'enfourner. Mais en attendant, je vais surtout faire des petites stries sur mon pain, donc vous pouvez faire un peu une déco, un peu comme vous voulez. Moi, je vais faire une petite croix sur le dessus. Donc je le remets dans l'endroit le plus chaud de ma maison et je le laisse gonfler 10-15 minutes. Et on va pouvoir enfourner le pain à 200 degrés pendant 40 à 50 minutes. Ça y est, le pain est sorti du four, je l'ai laissé refroidir. Il a une croûte bien croustillante, écoutez-moi ça. Il est juste magnifique, on va pouvoir le couper. Regardez-moi ce moelleux. Vraiment, pour du pain sans gluten, c'est assez extraordinaire. En plus, il est extrêmement facile à faire. Il est vraiment délicieux. Tout le monde va être bluffé quand vous leur direz que c'est du pain sans gluten, que en plus vous avez fait maison. Je vous conseille vraiment trop de tester cette recette. La seconde recette commence avec une casserole ou une poêle comme la mienne. Et dedans, on met notre farine de sarrasin, à laquelle on ajoute une pincée de sel et de l'eau. On place ensuite notre poêle sur le feu. Donc je vais mettre à feu moyen fort. Et avec mon fouet, je vais commencer à tout mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux et que ce soit bien homogène. Et en mélangeant, vous allez voir, ça va s'épaissir. Là, on voit bien que la texture commence vraiment à s'épaissir, mais c'est pas encore assez. On veut vraiment que ce soit bien épais. C'est une recette vraiment extrêmement facile et extrêmement économique, vous allez voir. À ce stade, ça a déjà bien épaissi, donc je troque le fouet pour une spatule ou une cuillère en bois, parce que sinon ça se met dans le fouet et on a du mal à bien mélanger. Ok, là la texture est parfaite. On va pouvoir laisser refroidir hors du feu pendant environ 5 minutes. C'est le moment de former nos boulettes japonaises. Donc pour ça, je prends 2 cuillerées à soupe sur lesquelles j'ai mis vraiment une goutte d'huile et j'ai un petit peu réparti l'huile. Et ensuite, avec mes 2 cuillères, je peux former une sorte de boulette comme ça que je viens ensuite mettre dans l'eau, tout simplement. Donc c'est un saladier d'eau très froide. Et en mettant la boulette dans l'eau froide, eh bien elle se forme, elle se tient et ensuite on va pouvoir l'utiliser dans notre soupe, dans notre bouillon, un peu dans ce qu'on veut. Instantanément, les boulettes se forment, on peut carrément les saisir et vous pouvez voir, elles sont fermes, elles se tiennent. Donc c'est parfait, on peut passer à la suite de la recette. Pour la suite de la recette, je vous invite vraiment à faire en fonction de la saison et de ce que vous avez dans votre frigo. Moi en ce moment, j'ai du poireau, également un pak choy, des champignons de Paris bruns, je les achète toujours bruns parce que je trouve qu'ils sont meilleurs, et également du potimarron. Donc je vais couper tout ça en petits morceaux et ensuite je vais pouvoir m'en servir pour mon bouillon. Ce que je fais, c'est que pour les verts, je les garde entiers et ensuite, pour la partie blanche, je vais la couper. Et ensuite, pour le potimarron, j'ai bien envie de le faire en tranches. Donc je fais des tranches fines comme ça. Dans ma casserole, je mets tous mes légumes.
sauf la partie verte de mes pak choy. J'ajoute de l'eau bouillante. Et maintenant, on va pouvoir donner du goût à notre bouillon. Donc pour ça, j'ajoute un shiitake séché. J'ajoute également des algues séchées, donc c'est pas obligatoire, mais en gros le shiitake plus les algues séchées, ça va donner un goût très umami, un peu façon bouillon de poisson un petit peu. Donc pour les algues, d'habitude je mets en général des algues classiques, mais là j'ai ce bouillon que j'avais eu en magasin bio, courbouillon aux algues, donc il est également salé, donc moi j'ajouterai pas de sel, et ça va donner un excellent goût, donc j'en mets un petit peu. Toujours pour le côté umami, je mets un tout petit peu de sauce soja, ça va également saler avantageusement. Et c'est tout, je vais rester assez simple sur cette soupe parce que j'ai vraiment envie de bien sentir le goût des légumes, des boulettes, etc. Je couvre et je vais laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce que les légumes soient tous bien tendres. Ça y est, mon bouillon, ma soupe, comme vous voulez l'appeler, est prête. C'était très rapide avec la cocotte minute. On voit qu'on a un bouillon qui est bien coloré, ça sent très très bon, donc on sait qu'il est également bien parfumé. Et maintenant, c'est le moment de faire cuire nos petites boulettes. Donc on les a déjà fait pré-cuire, bien sûr, tout à l'heure. Donc là, c'est une seconde cuisson, vraiment pour les raffermir, pour les cuire à cœur et pour leur donner également plus de goût, puisqu'elles vont un petit peu absorber les saveurs du bouillon. J'oublie pas bien sûr les verres de mes pak choy. Et là, je laisse cuire à couvert quelques minutes, vraiment, jusqu'à ce que les boulettes soient tout simplement bien cuites. Ok, maintenant c'est cuit, c'est le moment de déguster notre bouillon. Et je peux vous dire que j'ai faim, parce qu'il est clairement l'heure du dîner, là, actuellement, quand je filme. Regardez-moi ça. Facultatif, mais j'aime bien servir avec un filet d'huile de sésame toasté. Très très sympa, ça apporte encore beaucoup de saveur. Et là, il n'y a plus qu'à se régaler avec ce bouillon rempli de boulettes de sarrasin. Les boulettes sont vraiment super tendres, cuites à cœur comme vous pouvez le voir. Et surtout, c'est absolument délicieux, vraiment. Si vous aimez le sarrasin, si vous savez que vous aimez les galettes de sarrasin, vous allez adorer cette recette. Et évidemment, toutes les autres recettes de la vidéo. Mais celle-là, je trouve qu'on sent vraiment de façon très pure ce goût typique du sarrasin et j'adore. C'est vraiment un repas qui est extrêmement économique, très original, réconfortant, nourrissant et en même temps léger. Enfin, vraiment, c'est une super recette. J'ai trop hâte que vous la testiez chez vous. Pour notre troisième recette, on va faire des muffins absolument délicieux, sans gluten, à la pomme et à la cardamome. Donc on commence bien évidemment par de la farine de sarrasin. Ensuite, je mets du sucre roux. Facultatif, mais j'ai mis très peu de sucre roux, surtout pour le goût, en fait, le côté caramélisé. Et donc, pour sucrer normalement, je vais rajouter de la stevia, qui est un édulcorant totalement naturel. Moi, je le prends pur, donc c'est vraiment ok pour la santé. Mais bien évidemment, on peut mettre que du sucre. J'ajoute de la levure chimique, complétée par un petit peu de bicarbonate. Et lorsque je mets du bicarbonate comme ça dans une recette, pour aider à bien monter les muffins, je n'utilise pas la pincée de sel que je mets habituellement dans ma pâtisserie comme exhausteur de goût, parce que j'avais remarqué en fait de moi-même que le bicarbonate avait l'air un peu salé, et figurez-vous que j'ai appris récemment que le sel, vraiment le sel de table et le bicarbonate partagent, je crois, 40 ou 60% de propriétés communes au niveau du sel. Donc ceci explique que quand on utilise du bicarbonate, on n'a pas besoin d'utiliser du sel en plus. Et ensuite, on va utiliser l'épice très originale de cette recette, c'est-à-dire de la cardamome. Donc comme vous le voyez, la cardamome, c'est en gousse comme ça, et si c'est de la cardamome verte, c'est la plus courante en France. Il existe de la cardamome noire qu'on utilise plutôt en cuisine indienne. Pour vous montrer, à l'intérieur d'une gousse de cardamome, il y a des petites graines noires. On les voit ici. Elles sont toutes ensemble, donc elles sont un petit peu collées. On peut un petit peu les désagréger comme ça. Et donc ça, c'est vraiment le côté très très aromatique de la cardamome. Le mieux, c'est de l'écraser au mortier ou d'en mettre une quantité un peu plus grande et de la mixer dans un petit mixeur à épices ou à café. Et pour cette recette très précisément, on ne va pas utiliser l'écosse. Donc moi, ce que je fais, comme c'est également aromatique, c'est que je les ajoute dans une tisane que j'ai déjà à la maison. Pour la parfumer, ça m'évite de jeter cette partie-là. Donc j'ai mixé la cardamome dans mon moulin à épices. Hop. Je précise qu'on peut aussi, bien évidemment, acheter de la cardamome déjà moulue et qu'on peut également, dans cette recette, utiliser du gingembre en poudre à la place. Je mélange les poudres intimement. Ensuite, on va passer aux ingrédients liquides. Alors, dans certaines recettes, on va vous demander de mettre les ingrédients liquides dans un deuxième saladier. C'est vrai que c'est l'idéal, c'est le mieux, mais moi, je trouve que ça fait trop de vaisselle. Ce que je fais, c'est que je fais un petit puits, en fait, dans mon premier saladier. Je viens mettre les éléments liquides dans le puits. Donc ici, les 60 g de yaourt, 60 g de margarine fondue. Vous pouvez également mettre de l'huile de cuisson par exemple, ou de l'huile d'olive pour un côté un peu fruité. J'ajoute également du lait végétal. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez, mais moi je conseille toujours le lait de soja. C'est celui qui est le plus proche d'un point de vue nutritionnel, on va dire, du lait de vache. Et du coup, c'est celui qui se comporte
de la même façon que du lait de vache dans une recette. En plus, ça apporte des protéines, ça apporte du calcium, donc c'est parfait. Un petit coup d'extrait de vanille. Ensuite, je me munis d'une pomme. Elle n'est pas bio, donc je vais l'éplucher. Et ensuite, je vais directement râper ma pomme dans le bol. J'ai épluché et coupé une deuxième pomme en morceaux, donc je l'ajoute. Et je mélange tout simplement, donc en commençant par le centre, là où j'ai mis tous mes ingrédients liquides. Et ensuite, je mélange tout ensemble. Et là, le but, ça va juste être de pas surmélanger. Vraiment, avec les muffins, avec les cakes, faut vraiment pas fouetter la pâte ou quoi. Faut mélanger jusqu'à ce que ce soit à peu près bon. En gros, même s'il y a des petits grumeaux qui apparaissent encore, ils vont complètement se dissoudre à la cuisson. Donc c'est pas gênant. On mélange tout juste jusqu'à ce qu'on voit plus de parties sèches dans la pâte. Là on est bon, vous avez vu, c'était très rapide. Maintenant je vais laisser reposer cette pâte pendant 15 minutes. Pourquoi? Parce que je m'apprête à vous donner toutes les astuces que je connais pour faire des magnifiques muffins énormes, bien gonflés, comme ceux qu'on trouve en boulangerie si vous voyez. Et donc la première étape pour cela, c'est de laisser reposer la pâte 15 minutes. Pendant que la pâte repose justement, on va faire un petit toppings pour nos muffins. Donc j'ai ici des flocons d'avoine ou flocons 5 céréales, je sais pas trop. Les deux fonctionnent. Ensuite j'ajoute des petites graines de courge. Voilà. Pour que ça caramélise un petit peu de sucre roux. Et juste ce petit mélange là, ce sera délicieux sur les muffins. Ok, donc ça fait 15 minutes. Comme on a mis du bicarbonate de soude, pour l'activer, il faut un petit peu d'acidité, donc jus de citron ou comme moi, un bouchon de vinaigre de cidre sans lait. Vous allez voir, la pâte va instantanément mousser, mais il faut vraiment le faire au dernier moment. Je mélange une dernière fois. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moule à muffins comme ça, et j'ai mis des caissettes à l'intérieur, mais uniquement une sur deux. Pourquoi? Parce que comme on veut des très gros muffins, ils vont déborder un petit peu sur le côté, et donc on est obligé d'en mettre un sur deux. Mon four est actuellement préchauffé à 200 degrés. Si c'est pas le cas de chez vous, c'est le moment de le faire. J'utilise ensuite une cuillère à glace, et je remplis vraiment super bien, presque au max du haut, chaque caissette. Ça, c'est aussi une astuce pour que les muffins soient énormes ensuite. Ensuite, je parsème de mon topping. Et ensuite, c'est la cuisson qui va être très importante pour bien faire monter nos muffins. Donc on va mettre à 7 minutes à 220 degrés. Et ensuite, le reste de la cuisson, donc environ 10 minutes à 180 degrés. Donc voici le résultat des muffins une fois qu'ils sont bien cuits. Ils ont vraiment un muffin top, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont vraiment bien gonflés, bien gros, bien gourmands. Regardez-moi ça. Et voici l'intérieur des muffins. Ils sont super bien montés, ils sont super moelleux, bien tendres, bien gourmands. Et pour avoir mangé ces muffins à de nombreuses reprises, je peux vous dire à quel point ils sont excellents. Vraiment, le fait de râper une pomme dans la pâte, ça rend la pâte mais tellement moelleuse, légèrement humide. Je sais pas comment expliquer, c'est la texture parfaite pour des muffins. On a, comme vous le voyez, les morceaux de pommes qui sont comme des pépites à l'intérieur. On a également le topping qui est croustillant, c'est gourmand, c'est sucré juste comme il faut, vraiment pas trop. C'est parfait à emporter pour un goûter ou pour un petit déjeuner. Et surtout, on a ces notes de cardamome qui sont juste excellentes. Et bien évidemment, il faut aimer le sarrasin parce qu'on sent le sarrasin. Et moi qui adore ça, je trouve que c'est extrêmement bien complimenté par la cardamome, par la pomme. Bref, c'est vraiment une recette que j'adore. J'espère trop que vous serez nombreuses et nombreux à la reproduire. Ok, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, a priori, ça veut dire qu'elle te plaît. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce en l'air et surtout, pour me le faire savoir, laisse un emoji drapeau breton dans les commentaires. Pour notre quatrième recette, on va faire des wraps maison sans gluten. Vous allez voir, ils sont hyper souples, ils sont absolument délicieux. Et bien sûr, ça commence avec de la farine de sarrasin. Vous êtes habitués à ce stade. Le deuxième ingrédient, c'est encore une fois du psyllium, mais cette fois-ci, je l'ai mixé parce qu'il y a deux formes de psyllium. Il y a le psyllium un petit peu entier et il y a le psyllium en poudre. Et donc moi, j'ai du psyllium entier et lorsque j'ai besoin pour une recette d'avoir du psyllium en poudre, je le mixe tout simplement. Et enfin, il nous faut une pincée de sel fin. Je mélange un coup au fouet. Et ensuite, j'ajoute l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile, 100 g de yaourt de soja, de l'eau bouillante, donc je vais commencer par 100 ml. Je vais mélanger, je vais voir ce que ça donne. Et s'il y a besoin, je pourrais ajouter jusqu'à 25 ml d'eau bouillante supplémentaire. Je mélange à la cuillère, attention à ne pas se brûler bien sûr. Et on a une boule de pâte qui devrait se former assez facilement et assez rapidement.
dès que ça forme une boule à la cuillère, je mets un petit gant, on peut le faire à la main directement, mais moi je préfère le gant de cuisine, et je mélange jusqu'à former une boule de pâte. Et voilà, une jolie boule de pâte. Je vais la laisser reposer pendant vraiment 3 minutes. Ok, donc je pèse ma pâte, sans le bol bien sûr. Elle fait 468 grammes précisément. Donc ça fait 78 grammes x 6, parce qu'on va faire 6 wraps avec cette boule. Et donc ce que je fais, c'est que je prélève des boules de 78 grammes du coup. Et je vais faire ça pour 6 boules. Je les façonne en rond. Et je les mets de côté. Et maintenant, on va pouvoir rouler nos tortillas. Donc pour ça, je sors un papier sulfurisé. Je prends une boule. Je mets le deuxième papier sulfurisé. J'écrase comme ça avec la paume de ma main. Et ensuite, avec mon rouleau à pâtisserie, je vais étaler chaque wrap. Et il faut vraiment que le wrap soit étalé bien finement. Sinon, à la cuisson, ça n'ira pas. Et lorsque le wrap est étalé bien finement, on peut enlever un papier sulfurisé. J'ai fait préchauffer ma poêle sur feu fort, puis sur feu moyen. Et du coup, tout doucement, comme ceci, je vais pouvoir transférer mon wrap à ma poêle. Donc là, le wrap a commencé un petit peu à se soulever sur les côtés. C'est le moment de le retourner et de le faire cuire du deuxième côté. Donc ça prend environ 2 minutes sur chaque face. Là, mon wrap est cuit et dès lors que c'est le cas, je le glisse tout simplement sur une assiette. Je vais mettre un torchon au-dessus pour maintenir un petit peu l'humidité, la chaleur. Et ensuite, on continue la cuisson avec tous les autres wraps qu'on a roulés bien finement. Et voici le résultat des wraps. Vraiment, je les adore. Pour moi, ils ont le goût de galette bretonne, mais en version wrap. Regardez-moi ça, à quel point ils se plient bien, à quel point ils sont souples, ils ne se cassent pas du tout. C'est vraiment parfait pour toutes vos recettes qui nécessitent des wraps, si vous avez un pique-nique, si vous avez envie de prendre quelque chose à emporter au travail par exemple, ou pour vos études. Honnêtement, c'est juste excellent. Je les trouve bien meilleurs que ceux qu'on trouve dans le commerce. En plus, les wraps sans gluten dans le commerce, ça coûte la peau des fesses. Là, c'est une recette super facile, avec finalement peu d'ingrédients. Il y a juste le psyllium, mais de toute façon, je vous conseille vraiment d'avoir du psyllium chez vous. Si vous faites de la boulange sans gluten, c'est devenu un indispensable. Vraiment, j'adore cette recette, trop contente de la partager avec vous aujourd'hui. J'espère trop que vous la reproduirez à la maison. Maintenant que tu sais cuisiner avec la farine de sarrasin, et si tu apprenais à cuisiner avec la farine de pois chiche? Encore une farine sans gluten excellente pour la santé. Je vous ai déjà préparé une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à cliquer juste ici pour découvrir pas moins de 4 recettes super équilibrées, originales, gourmandes à base de farine de pois chiche. Moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là je te dis à très bientôt!